Bienvenue à tous, merci. Aujourd'hui, plateau spécial, comme vous avez pu le remarquer, sur cette première sortie et en même temps déplacement à l'intérieur du pays de la Première ministre. Quel enjeu et surtout quelle pertinence, parce qu'effectivement la situation qui prévaut à l'est de notre pays est très grave, à la fois la guerre, mais aussi beaucoup de déplacés, beaucoup de misères. Et puis ça coïncide avec la fermeture de ce bureau de la MONUSCO, c'est-à-dire MONUSCO qui se dégage de plus en plus du pays, alors que la guerre n'est pas terminée. Comment la RDC va pouvoir en finir avec la guerre tout en restant seul aux commandes, parce que même le Kenya, qui était un des partenaires, est en feu en ce moment avec des manifestations. Le pouvoir risque de chavirer à Nairobi. Donc tout ceci constitue beaucoup d'enjeux et que nous allons essayer de voir avec les invités dans ces plateaux spéciaux. Judith Suminwa Tuluka à l'Est, avec Ardan Kabambi qui est juriste et analyste politique, et Trésor Mamba qui est économiste et aussi analyste politique, mais lui proche de l'UDPS. J'aimerais, dans un premier temps, avant qu'on puisse voir un peu l'état des lieux, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain, vous poser cette question. Est-ce que c'était important que la Première ministre, au lieu par exemple d'aller dans les Congo central, chez elle, ou peut-être faire une sortie ici à Kinshasa, commencer par l'Est? Il est très très important. C'était très important et l'heure était vraiment venue, l'heure avait sonné de voir la Première ministre se déplacer. Se déplacer à l'Est de la République. Elle a d'abord commencé par le Sud Kivu, à Bukavu principalement, et ensuite cet après-midi, on a suivi dans les médias. Elle est arrivée cet après-midi à Goma. Alors, il faut dire, Jean-Marie Kassamba, cette descente à l'Est de la République démocratique du Congo se justifie amplement sur certains choix, notamment consoler finalement la population tant meurtrie par deux guerres. Vous vous souvenez? Mais tout le monde est parti là-bas. Oui, mais c'est tout à fait normal. était là-bas, les Occidentaux quand ils viennent chez nous, ben, ils vont là-bas. Ça ne change pas grand-chose. Non, mais c'est une visite d'abord de réconfort. Parce que, en fait, la population a besoin de ça. Il ne faille pas descendre à Goma, il ne faille pas descendre au Sud Kivu sans apporter un réconfort moral de la population. Judith Suminwa, en tant que femme, elle est d'abord affective et puis elle est très réceptionniste, réceptive. Elle a entendu les cris de son peuple. Elle y est descendue, elle est arrivée. Elle voulait palper, en tout cas palper de doigts, la situation qui prévaut à l'Est de la République. Alors, je vous coupe parce que j'aimerais d'abord que notre envoyé spécial sur place, Crispin Chibinkoufoua, nous fasse l'état des lieux et surtout la pertinence de cette mission. Et juste après, on va essayer de décortiquer ensemble, parce que les enjeux de l'Est sont immenses, au-delà des constats, au-delà des visites parfois de 2 jours, 3 jours. La question reste souvent posée de la réponse forte à donner aux compatriotes au-delà des visites éclairs qui peuvent paraître comme étant cosmétiques. Crispin Chibinkoufoua. C'est à 15h locales que la Première ministre est arrivée ici à Goma. Deuxième étape de sa tournée dans les Grands Kivu. Judith Suminwa Tuluka et au chef-lieu du Nord Kivu pour apporter des réconforts et l'assurance à cette population qui a souffert des affres de guerre, comme elle l'a dit elle-même à sa descente d'avion. Pour moi, c'était important de commencer mes premières missions à l'est du pays. C'est vrai que, comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, les provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même
avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. La chef du gouvernement a été accueillie par les gouverneurs militaires qu'entourait le comité provincial de sécurité ainsi qu'une foule nombreuse de la population de Goma qui attend beaucoup du gouvernement central. Comme vous le savez, la sécurité fait partie des 6 piliers principaux du gouvernement souminois, défendu et approuvé par l'Assemblée nationale. Après l'aéroport, les cortèges s'étaient branlés jusqu'ici au gouvernorat des provinces pour une réunion d'abord des conseils de sécurité. La première ministre va recevoir aussi les acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile et les représentants des déplacés. Dans la suite de la première ministre, on a noté la présence de quelques membres du gouvernement central, parmi eux la ministre des Affaires sociales et l'Action humanitaire, Aziz Monana. Pour ce vendredi, il est prévu une descente dans les camps des déplacés, dans les environs de Goma, pour apporter une assistance aux déplacés. Depuis Goma, Crispin Ichibinkoufoua, Télé 50. Alors, j'aimerais bien que Trésor Mamba, vous êtes analyste politique, c'est vrai, mais vous êtes surtout de l'IDPS. Effectivement. L'IDPS avait beaucoup critiqué à son temps Joseph Kabila par rapport à la guerre de l'Est. On disait c'était une guerre, on va dire, en complicité avec le Rwanda, c'était une guerre entretenue pour rester au pouvoir. Mais quand le président Tshisekedi arrive, il a proposé des solutions, on va dire, de choc. État de siège, gouvernement, on va dire, militaire. Il a changé suffisamment des commandants à l'Est, mais rien ne change. Là, il y a une nouvelle Premier ministre qui commence sa première mission à l'Est. Sud Kivu, menacé par les rébellions dans tous les sens, y compris à l'aéroport qui a été menacé. Là, il vient de descendre au Nord Kivu. Les rebelles sont aux portes de Goma. Explication? Oui, je vous remercie, M. Jean-Marie Kassamba. En passant, je félicite les 50 pour 14 ans de vie, 14 ans d'existence pour un enfant. C'est déjà assez. Je crois que Télé 50 est né à 25 24 juin, exactement. Oui. J'ai une fille qui est née bizarrement là, au mois de juin, le 1er juin, qui fête ses 14 ans aussi. Ah, très bien, voilà. Alors, sur cette question, M. Kassamba, je pense simplement que le passage de Madame la Première ministre, toute première ministre femme au Congo, à l'Est, précisément à Bukavu, est un signal fort. Un signal de paix, un signal d'engagement, un signal de la force de la femme. En tant que Première ministre, elle a posé un acte qui est très symbolique. Je tiens à le rappeler ici qu'elle le pose alors qu'elle n'a même pas encore un cabinet officiellement. Elle n'a pas encore mis en place son cabinet, mais elle s'engage d'abord en tant que première de ce gouvernement, chef de gouvernement qui va sur place à Bukavu pour reconforter, comme le disait mon... Non, mais elle va juste constater, elle va d'abord réconforter une solution. Elle va d'abord réconforter ce peuple qui a été meurtri depuis de lustres années. Elle va reconforter cette population qui avait besoin d'être en confiance et d'être sûr que celle qui prend le destin de ce gouvernement est déterminée à mettre fin avec son gouvernement à cette guerre qui a tant duré. Et aussi, il faut rappeler que cette action arrive au moment où le gouvernement de la République s'engage à prendre en main le destin de la sécurité de cette population et que les FARDC, qui est en train de monter en puissance aujourd'hui, il est vrai que la situation est en train de perdurer, mais il y a une volonté manifeste dans l'armée et tout dans les services de sécurité de mettre fin à cette situation de l'Est qui a longtemps perduré. Et aussi, à un moment crucial où la MONUSCO devrait laisser place à l'armée congolaise. Est-ce que vous ne trouvez pas que... Non, je vais jeter sur quelque chose, oui, M. Kassamba, oui, qui va graduellement laisser place à l'armée congolaise qui est déterminée à mettre réellement la paix à l'Est et à remettre cette paix à l'Est. Donc je crois que cette action symbolique est un message fort face aux Occidentaux, face à ceux qui ne croient pas que le Congo peut aujourd'hui se relever. Et aujourd'hui, je pense que ce message a été très bien capté. Attends, Kabambi, est-ce que quand la Première ministre arrive à Bukavu, première activité, la MONUSCO ferme ses portes.
au même moment, il y a une montée en puissance de rebelles qui sont là-bas, les gens des Nanga, etc., qui prennent des localités, etc., et quelques attaques, notamment des rebelles ougandais, qui sont, pas ougandais, burundais, qui sont au sud Kivu. Est-ce que ce n'est pas l'affaiblissement des FARDC, l'affaiblissement de la RDC en termes de maintien de la paix, conquête de ces espaces qui deviennent dépourvus, finalement? Ou bien il y a une solution derrière qu'elle amène, comme elle a dit dans son discours, pour protéger de plus en plus les Congolais et leurs biens, rassurer les Congolais et leurs biens, et justement s'il y avait cette solution. Et c'est où? Mais Jean-Marie, la Première ministre a tout à fait d'abord raison. Partons du fait que aujourd'hui ce processus de désengagement de la MONUSCO, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est sous Samalou Kondé. Elle vient finalement concrétiser ce qui a été fait autrefois. On est bien d'accord. Mais pour remplacer par quoi? Oui, mais écoutez Jean-Marie, elle arrive du moment où elle a entendu d'abord les cris d'alarme des paisibles Congolais vivant dans cette partie de l'Est. On est tout à fait d'accord lorsqu'on entend ça et là les groupuscules armés qui naissent comme des champignons, parfois en République démocratique du Congo et dans cette partie. Mais que fait l'armée? Que fait le gouvernement? Le gouvernement de la République essaye de mettre en place des stratégies pour pouvoir éradiquer finalement ces groupes armés qui sévissent terreur et violence dans cette partie de notre territoire. Mais alors, le grand défi, le défi majeur de cette descente dans cette partie, et c'est d'abord un signal fort, je disais, d'abord le réconfort de la population, mais aussi, vous savez, nous avons des déplacés, plusieurs millions de déplacés dans cette partie, dans leur propre pays. En dehors de ça, oui, vous avez... On est bien d'accord. Laissez-moi Jean-Marie. Vous allez continuer, mais j'aimerais que ceux qui nous suivent ils ont la même préoccupation. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez dans un espace, vous dites, ce que les partenaires font, ils ne les font pas avec beaucoup d'efficacité. Et donc, la RDC est à même, comme disait Trésor Mamba tout à l'heure, de faire ses jobs. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. Et on poursuit le désengagement de la MONUSCO, on ferme le bureau de Sud Kivu, comme on en a fermé quelques-uns, notamment à l'est, hein, enfin, si vous allez même au centre, ici, à Kananga, c'est déjà fermé. Il restait beaucoup plus dehors parce que c'était déployé, parce que c'est là où il y a plus de guerre. Mais quand on constate au même moment que dans la même zone, il y a encore de groupes qui ne sont pas vaincus, est-ce que la structure qui va remplacer la MONUSCO est déjà en place? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, les groupes autochtones, comme les Wazalendo, Nord Kivu, etc., est-ce qu'ils sont montés en puissance pour remplacer éventuellement la MONUSCO? Et quel est le signal qu'elle donne, Madame la Première ministre, le tout premier jour, parce qu'elle a fait 24 heures au Sud Kivu, enfin 48 heures presque. Est-ce que c'est suffisant? Voilà ma question. Mais Jean-Marie, moi je reprends plus vite. Hein. C'est très facile. En dehors de la MONUSCO, il y a des stratégies qui sont mises en place, évidemment allant dans le sens, vous savez bien, la MONUSCO avec tout ce qui a trait, les personnels, les consorts, les camps qui ont été érigés ça et là, il fallait quand même un moment fermer. Mais ceci a été fermé parce qu'évidemment, on a constaté l'inefficacité de la MONUSCO dans cette partie. Tout le monde est d'accord. Je suis d'accord avec vous également. Deuxièmement, le fait que la MONUSCO aujourd'hui ait fermé ses portes, c'est pour dire qu'il y a des mesures, je dirais d'encadrement, des stratégies de renforcement. Alors justement lesquelles? Oui, logistiquement, parce que la MONUSCO apportait beaucoup de logistique, et y compris parfois les hélicoptères, le transport des troupes, du carburant, enfin du renseignement, etc. Qui va remplacer ces boulots? Mais vous savez d'ailleurs que lorsque la MONUSCO ferme ses portes, tout ce qui a trait à ces équipements et autres sera remis au gouvernement congolais. C'est pour dire que dans cette même ligne droite, nous allons avec ensemble les forces de sécurité et de défense
de tenir ferme face à ces groupes armés, évidemment, qui naissent, comme je l'ai dit, comme des champignons. Et d'ailleurs, c'est un signal fort lancé par la Première ministre. Aussitôt arrivée, elle a tenu au Sud Kivu un conseil de sécurité. Évidemment, le conseil de sécurité, c'est pour palper de main, de doigt, disons, cette situation à l'Est, dans cette partie du Sud Kivu. Mais je suis convaincu, moi je suis convaincu, Jean-Marie, qu'en dehors de tout ce qu'on entend, cette situation qui se vit à l'Est prendra un jour fin. Prendra fin ça, c'est un vœu. Avec les efforts. C'est un vœu. Les efforts. Trésor, on va. Expliquez-nous un tout petit peu. Les gens du Sud Kivu, quand ils voient les MONUSCO partir, ils sont rassurés par quoi? C'est très facile à comprendre. Parce que la Première ministre est venue, elle est partie. Oui, mais Monsieur Kassamba, oui. Je pense que de moi à vous, nous sommes conscients que le FRDC ont pris de l'envol. J'aimerais placer un mot corriger quelque chose qu'a dit mon frère. Il y a un point important. On n'est pas en train d'hériter la logistique laissée par la MONUSCO. Par contre, il faut rappeler ici que les FRDC est suffisamment équipés. Je ne veux pas sortir de secret défense ici. On n'est pas censé ignorer que l'armée, aujourd'hui, sous le président Félix Tshisekedi, passe des millions de dollars en budget et on est dans des milliards de dollars estimés en termes de budget mis à la portée. On est d'accord. Et je veux revenir sur encore faut-il qu'il il faudrait retenir un point très important. Ces équipements arrivent et qu'ils soient sécurisés. Il y a un point important qu'il faut retenir sur le champ, c'est que le départ graduel de la MONUSCO ne veut pas dire que nous mettons fin à la coopération avec les Nations Unies. On est membre des Nations Unies. Non, avec les Nations Unies. On n'est pas en train de mettre fin à toute coopération avec les Nations Unies. Le Congo et la RDC est en train de coopérer avec les Nations Unies. Nous sommes toujours membres des Nations Unies. Et le départ de la MONUSCO est un processus normal qui a commencé depuis et qui atteint sa chute. Donc je crois qu'on peut rassurer la population que l'armée congolaise est suffisamment équipée et continue à s'équiper pour pouvoir vaincre les ennemis. C'est-à-dire qu'on va remplacer toutes ces bases. On ne remplace pas parce que le pays est gouverné et dirigé. Il y a un gouvernement de la République, il y a un ministère de la Défense, il y a des services de sécurité qui naturellement font leur travail et qui vont comme ça occuper ces bases, puisqu'il y en a, on ne va pas nier que ces bases resteront comme ça, inoccupées, non, ça sera occupé, et puis l'armée va faire son travail. Je crois que les secrets de défense ici, on n'est pas dans le cadre approprié pour les sortir. Je suis convaincu, noir sur blanc, que le nouveau ministre de la Défense, le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Modianvita, et ses services sont en train de travailler quant à ce. Et la première ministre, je suis aussi convaincu que son action est un signal fort sur le plan international, que le Congo s'engage aujourd'hui à mettre fin à cette guerre déguisée qui, en réalité, est de la convoitise. On l'a vu, on l'a vu avant d'aller à Goma. Il a organisé une réunion à la primature ici à Kinshasa où il a rassemblé quasiment tout ce qu'on peut appeler service de sécurité et défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. C'est responsable de MONUSCO. MONUSCO, effectivement. Avec l'ancien nouveau AG de l'ANER. La question qu'on se pose, est-ce que l'état d'esprit a changé? Ou bien les méthodes qui ont fait défaut hier perdurent encore? Je pense que la réponse est dans les 6 engagements du chef de l'État, dont la Première ministre s'est inspirée, a pratiquement calqué en appliquant ces 6 axes. Je crois que je peux peut-être lire un extrait. Non, mais là, on est dans le volet sécurité. Non, le volet sécurité, parce que c'est repris dans les axes de la Première ministre. C'est dans le deuxième pilier. Parce que là, tout y est repris. Évidemment, la stratégie, la protection des civils, de la population en même temps. Et tout ce qui va avec. Quand je parle d'état d'esprit, c'est quoi? C'est on achète des armes et ça n'arrive pas. Je pense que... Laissez-moi vous dire. C'est le fameux rapport de la Commission défense de l'Assemblée nationale, vous vous rappelez? C'est l'ancienne pratique sous le président Kabila. Non, la commission d'enquête a fait cette enquête durant le gouvernement dirigé par Samuel Condé.
Je parle de la pratique. Cette pratique était vue. Mais le rapport, je répète, et les gens qui nous suivent, Je suis d'accord avec vous. que ce rapport a été fait par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale durant la gouvernance de Sama Lukonde, qui stipulait que la majeure partie du budget destiné à la sécurité à l'Est restait ici à Kinshasa. C'est pour ça que je vous posais cette question. Est-ce que l'état d'esprit avec Tuluka aujourd'hui a changé? Parce que Jean-Pierre Memba, qu'on attendait avec des résultats escomptés, ça n'a pas été le cas. Selon vous, il y a eu des avancées, M. Kassamba. Je ne vous laisse pas le dire. De l'avis de tout le monde, les groupes armés n'ont pas diminué. On n'a pas récupéré Bunagana. Même au sud Kivu, il y a encore... Plusieurs actions dissuasives constatées, c'est là. Oui. Dans le Rutshuru, Massissi, etc., il y a encore des opérations tous les jours. Et il y a 25 ans que ça existe. Ensuite, il y a, et on en parlera tout à l'heure pour le volet humanitaire, beaucoup de nos compatriotes qui errent là-bas, qui errent sans assistance souvent. Mais il y a souvent les interventions sporadiques, les interventions sporadiques de l'armée, enfin du gouvernement. Mais là, se pose la question beaucoup plus précisément. Est-ce que les opérations coup par coup, hein, on vient avec un peu à manger, avec un peu de tentes, etc., et on part, ça a changé, ou bien il y a une nouvelle dynamique, à la fois sécuritaire pour faire la guerre, la vraie, pour sécuriser les gens, deux, pour secourir nos compatriotes avec des solutions, on va dire, durables, et enfin, sur le plan diplomatique, des tergiversations qu'on a vues avec l'EAC, avec les Kenyans, avec les Burundais, tout ceci a changé ou pas? Voilà. Parce qu'elle est aujourd'hui chef du gouvernement, avec un nouveau ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense, avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous le sentez, vous? Non, mais nous allons le ressentir d'ici peu, parce que déjà, son action est déjà un premier ressenti, et en deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que cela se retrouve dans le pilier 2, dans le deuxième pilier. Qui dit quoi? Qui dit, je veux vous lire quand même quelques extraits, où mettre en place, où elle dit, dans le programme du gouvernement, on dit, mettre en place des stratégies de renseignement efficaces pour anticiper les mouvements des groupes armés et les neutraliser. Renforcer la présence des forces de défense et de sécurité dans les zones affectées par les groupes armés pour protéger qui? Les civils, et prévenir les attaques. Troisièmement, promouvoir le développement socio-économique en investissant dans les infrastructures, la CPD 553, qui a bien fonctionné sous Mme Souminois, alors plutôt ministre d'État, ministre du Plan, et aussi l'éducation et l'emploi dans les zones affectées par les groupes armés afin de favoriser la stabilité à long terme. Qu'est-ce que ça veut juste dire? L'action du gouvernement Souminois, dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, que moi j'appelle PAG, a dans son deuxième pilier privilégié les stratégies de renseignement efficaces. Vous savez comment il y a eu des réaménagements dans le service de sécurité? Il y a des nouveaux animateurs. Où on avait embauché, excusez-moi, je peux finir? Oui, vous allez continuer, vous avez la parole. Il faut quand même qu'on puisse... Je peux finir quand même pour qu'il y ait... Vous allez continuer. À la NER, par exemple, hein, on a nos sources, on avait embauché, excusez-moi du peu, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement, qui sont venus de la diaspora, certains qui erraient là-bas dans les couloirs, qui n'arrivaient pas à faire un boulot efficace. Heureusement que l'Inzoum a été rappelé et qu'il est en train de faire un boulot d'assainissement. Il a été accueilli avec beaucoup d'effervescence par tous les agents, et à Kinshasa ici et à l'intérieur du pays. Mais la question que je vais vous poser, parce que vous, IDPS, vous avez été pour beaucoup dans tout ceci. Vous avez aussi envoyé certains de vos éléments dans les services de renseignement et tout ça. Maintenant que la Première ministre a dit dans ce pilier 2 qu'on doit rationaliser le service des renseignements, est-ce qu'enfin vous allez laisser le gouvernement faire son job? Ben vous l'avez vous-même dit. Mme Souminois est issue de l'UDPS d'entrée de jeu. Fraîchement.
issus de l'UDPS. Fraîchement. Bon, ça dépend, c'est à vous de voir. Je crois que tout Congolais a le droit d'appartenir. Non, ben, franchement, Elle n'est pas classique de l'UDPS. non, la classique pour vous, ça suppose quoi? Ben, militant de première heure. Non, les heures du militantisme politique ne sont pas définies. La définition de l'acte politique, c'est dans l'engagement et dans les actions politiques. Madame Soumina, je vous rappelle ici que en 2018, lors des élections, 19, elle était dans l'équipe qui a travaillé. Fraîchement. Je crois que... Vous l'avez jamais vu à l'IMT en 2005, en 2010, en 2020. Non, elle n'était pas là-bas. Je pense que, étant technocrate, il n'est pas défendu à des technocrates d'embrasser le jeu politique. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous quittons le sujet, nous sommes autre chose. Non, mais on la précise, on la contourne. C'est parce que si vous dites qu'elle est issue de l'IDPS, la question que moi je vous posais et que beaucoup comprennent d'ailleurs, c'est que les services de renseignement qui devaient être rationalisés ont été un tout petit peu phagocytés par l'IDPS. Et que Inzoum, en venant, il est en train de mettre un peu de l'ordre pour que ce qu'elle dit dans ce volet numéro 2 soit capitalisé, soit concrétisé. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai posé la question, je vais laisser la parole, que si vous, IDPS, vous avez pris conscience que le volet renseignement est très important pour que l'action du gouvernement soit efficace. Est-ce que vous allez laisser le gouvernement faire son travail? Je vais vous rappeler une chose, monsieur, avec tout le respect, monsieur Jean-Marie Kassama. Je vous en prie. Monsieur Nzoum était un fonctionnaire de l'État. Je ne sais pas qu'on constitue ce sujet de la sécurité sur des personnes. La preuve même, parce que vous le dites vous-même, parce que c'est un problème de confiance qui vous manque. Je peux vous rassurer ici que le pilier 2 qui relève, nous l'avons lu ici, qui parle de stratégie, où le gouvernement souminois n'est pas à confondre le gouvernement Sama Lukonde. Ce sont des avancées politiques. Ce sont des œuvres humaines. Soumina vient avec sa stratégie politique. Laquelle stratégie? Elle veut dire qu'elle met en place des stratégies efficaces pour anticiper des mouvements de groupes armés. Elle met en place, on renforce les services de sécurité et on réforme des choses. Les réformes sont constatées. Voilà ce que vous dites qu'on a relevé des fonctions des anciens dirigeants de l'équipe. C'est la preuve même que sous Soumina, il y a eu certaines avancées. Et il y en aura encore autant. Et Soumina vient d'arriver. C'est ce que je dis. Mais ce sont des signaux forts. Et Félix Tshisekedi a bien fait de changer. Là, le président de la République, vous le dites, le président de la République qui n'est pas un diseur, c'est un faiseur. Lors de sa prise de pouvoir, nous sommes, je vais vous ramener juste au dernier congrès qui réunit la chambre basse, la chambre haute du Parlement. Le président de la République dit, je ne vais pas prendre le même mot, il veut juste dire que nous allons faire mieux. Nous allons corriger où il y a des erreurs, nous allons avancer plus. On ne va pas revenir aux erreurs du passé. Nous n'allons plus reprendre ou revenir sur les erreurs du passé. Voilà un président de la République qui reconnaît qu'il y a eu certains ratés. Mais tant mieux. Mais attendez, mais c'est son mandat. Alors il s'assume contrairement à ses prédécesseurs. Là, nous allons avancer en comprenant que le gouvernement Soumina s'engage. D'abord, en termes du budget qui est réservé pour l'armée, on va passer d'1 milliard à près de 3 milliards de dollars. Ça, c'est des choses salutaires que vous, en tant que journaliste, en tant que professeur de médias, en tant que professeur, vous devriez relever et rappeler ici et saluer. Et on a un budget étalé pour près de 5 ans d'exercice, à près de 9 milliards de dollars estimés. De toute façon, elle ne pouvait pas faire pour 5 ans parce qu'elle n'est pas sûre. Non, ça c'est la 7 étalée à près de 5 ans. On a près de 18 milliards non. Oui, d'accord, mais il fallait d'abord que nous fassions la restitution des comptes de son prédécesseur pour savoir combien a été mobilisé. C'est là que je dis, que ne mettons pas le chariot avant le bœuf. Ne nous agitons pas. Laissons-la rentrer à l'œuvre, mais il y a déjà des signaux forts. Et le gouvernement vient d'être mis en place. Nous sommes à quelques semaines de ce gouvernement. Qu'il commence, nous revenons chez vous, nous allons en débattre et en discuter. La loi de programmation militaire prévoit à peu près $1 milliard, un peu plus que ça. Pour renforcer ces... Près de 3 milliards. Oui, mais... Estimé. Reconnaissez. Oui, d'accord, mais quand on voit ce qui est réellement décaissé dans la loi de programmation militaire, ça pose encore de réels problèmes. Notamment nos cas militaires, notamment notre aviation, la marine, etc. Question... Est-ce qu'on va passer de la culture de paiement d'urgence, parce qu'on est entre guillemets en guerre,
à une application stricto sensu de cette loi de programmation militaire. C'est ça qui pose problème en réalité. Parce que si vous parlez avec des militaires, ils vont vous dire, oui, la loi de programmation c'est bien, c'est même beau, mais en réalité on ne l'a jamais appliquée. De deux, nous faisons des dépenses, mais si on n'a pas une stratégie de défense, c'est deux choses différentes. Hein. Acheter des armes, et tout ça c'est une bonne chose, mais avoir une stratégie de défense pour se déployer et mener des missions qui donnent des résultats, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on va quitter l'urgence, là elle est en urgence là, quitter l'urgence à une gouvernance planifiée? Mais Jean-Marie, des questions qui concernent la sécurité, la défense de notre pays, c'est des questions d'urgence? Non. C'est des questions d'urgence. Non. C'est réellement des questions d'urgence. Dans un pays, laissez-moi attendez, Jean-Marie. Je vais vous laisser, c'est pas un débat, je vais vous laisser répondre. Ma question était de savoir. Oui. On dit qui veut la paix Prépare la guerre. Oui. Quand vous préparez la guerre, quand bien même elle arrive, elle intègre votre stratégie de défense. Mais l'anticipation. Jean-Marie, maintenant, nous avons depuis, on ne jette pas la pierre à Tshisekedi, hein, depuis les autres présidents, il y a eu toujours des guerres, de guerre, mais surtout des stratégies de traitement des crises d'une manière urgente. Mais Jean-Marie, la loi de programmation est venue pour planifier tout ceci, mais on ne l'a jamais appliqué. Maintenant, je vous pose la question. Vous comprenez ce que fait le gouvernement, Madame Toudou? Bien sûr. Voilà. Dans votre pilier 2, là, est-ce qu'elle va installer la gouvernance, notamment la stratégie militaire, dans le temps, ou on a une attaque, on intervient avec des armes, voilà. Mais Jean-Marie, je venais de le dire ici, et je répète, tout ceci est une question de stratégie. Chacun, Madame Soumino arrive en tant que première ministre, et là, en elle, un bagage, c'est-à-dire une responsabilité dans sa manière de gouverner, ensemble avec tous les autres membres du gouvernement. J'ai dit, la question de sécurité, de défense est une question d'urgence. Je ne vois pas si aujourd'hui l'on doit acheter des armes, puisque cette guerre, elle nous est infligée depuis des lustres, et donc s'il y a nécessité d'acheter des armes, on passera illico presto en urgence pour pouvoir décaisser de l'argent. Mais alors lorsqu'on doit décaisser de l'argent, il y a un budget qui a été mis, évidemment, pour le compte du ministère de la Défense. Encore que Mme Souminois devra par la suite évaluer chaque moment, à quel moment on a eu à dépenser de l'argent, quels sont réellement les résultats sur terrain. En fait, ma question m'a été de savoir. Oui. Je pense que les gens qui me suivent et qui s'intéressent tout petit peu à cette question de défense comprennent cette question. Je vais passer, moi j'ai compris. La RDC s'est toujours équipée, et durant la période d'embargo, et maintenant qu'on a un peu relativement levé tout ceci, mais ce n'est pas vraiment levé, d'une manière soit clandestine, soit d'urgence, parce qu'on traitait les choses d'une manière urgente. Mais quand est venue la loi de programmation militaire, on a dit il faut qu'on sorte de cette guerre. Parce que quand on achète des choses en urgence, on ne respecte pas la chaîne de dépenses, on ne respecte pas le budget qui a été voté. Ensuite, il y a beaucoup de gabegies, ou plutôt des gens qui détournent l'argent parce qu'ils disent, voilà, sécurité, défense et tout ça. L'argent, parfois, sort sans soubassement. La question que moi je vous pose, parce qu'elle a fait de la planification. Je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais est-ce que, avec ce qu'elle a présenté, elle inscrit tout ceci dans une planification, équipement, cantonnement, déploiement, opération d'une manière structurée, ou elle va fonctionner comme on l'a fait précédemment, au coup par coup? Jean-Marie, tout ceci est structuré. Et même lorsque vous prenez là, le vous temps, la population. Mais écoutez, si vous prenez le temps de lire les 6 axes, j'ai lu. J'espère que vous aurez compris qu'elle n'est pas dans l'anarchie. Non, je ne parle pas de l'anarchie, je parle de l'improvisation. Je ne passe pas dans l'anarchie. Donc l'improvisation. Oui, mais tout ce qui sera donc fait sera donc contrôlé. Et moi, je pense que si certains pensent qu'il y a eu à l'époque cette gabegie financière, parce que sous Jean-Pierre Bamba, il y a eu des fonds qui ont été évidemment alloués pour des armes, etc. Quand on a une urgence de guerre, les fonds peuvent sortir sans justification. Mais Jean-Marie, à mon avis,
une question qui concerne la sécurité, la défense et l'intégrité territoriale, il faudrait impérativement que les choses soient mises sur la table et passées, selon moi, dans cette procédure d'urgence. Merci, M. Jean-Marc Kassama. Je vais placer un mot, parce que je crois qu'on ne va pas tergiverser. Mais la dite loi de programmation militaire revêt une nature de stratégie, d'anticipation. Mais ça répond à votre question. Vous avez la réponse, vous l'avez même donnée vous-même. Elle n'avait jamais été appliquée. Mais vous l'avez dit vous-même. Oui. Mais puisqu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau management, Madame Soumouna s'engage à le faire. Mais vous n'êtes pas d'accord. Non, je n'ai pas dit que je suis pas d'accord. Vous voulez de ça. Pour rassurer la population. On peut rassurer la population. Elle est aujourd'hui en première sortie, effectivement, à la fois sécuritaire et humanitaire. Est-ce que ça intègre l'application de la loi de programmation militaire? Parce que tout à l'heure, j'aimerais bien poser une petite question sur l'état de siège. Que beaucoup d'élus, de société civile, que ce soit en Ituri, au nord et sud Kivu, surtout au nord Kivu, disent que, comme ça n'a pas réussi, il faut lever cet état de siège. Non, l'état de siège a réussi. Selon vous? Non, ce sont les actions sur le terrain. La preuve aujourd'hui, nous avons comme ça démantelé des réseaux. Certains sont en prison, en dolo, dans des procès. Des réseaux de personnes qui complotaient contre la République. Je ne citerai pas le fameux député national dont je n'ai pas... Je ne parle pas de... Je vous emmène Attendez. C'est un cas. Je ne parle pas des Nous avons compris aujourd'hui de la fin. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'entends. Attendez. Je parle moi de la fin. Par exemple, des groupes armés en Ituri, des attaques contre les populations, des déplacements. L'état de siège a été mis en place pour lutter contre tout ceci. Les élus, la société civile du Nord Kivu, de l'Ituri, ont aujourd'hui, étant donné que les résultats ne sont pas efficients, vaut mieux lever l'état de siège, laisser ces provinces sous une administration civile, et que l'État s'assume, l'armée s'assume d'une manière normale. Est-ce que, et c'est ça ma question, Madame Souminois, Premier ministre, avec son ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Défense, vont pouvoir proposer à l'Assemblée nationale la levée de cet état de siège? Seuls les complotistes peuvent avoir un tel entendement, avec tout le respect. Comment ça, complotiste? Non, le complotiste, je dis seuls les complotistes. Les élus sont complotistes? Je ne parle pas des élus seulement, je suis au niveau de la sécurité nationale. Seul, je ne citais personne, seul un complotiste peut être dans la presse, dans le Parlement, même dans les églises. Ma question. Je suis dans la question. Je suis dans la réponse. À l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu évaluation... Je suis en train de... Attendez. À l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu évaluation de l'état des sièges, il a été dit, d'ailleurs, il était même proposé une table ronde avec les élus, avec les gens de là-bas, pour évaluer ensemble localement, pour savoir si ça est... Mais globalement, les élus ont aujourd'hui que les résultats sont mitigés. Je ne suis pas d'accord avec eux parce que je pense que les signaux sont au vert. Aujourd'hui, la sécurité constatée et aussi le démantèlement des réseaux. Avec vous, ensemble, vous êtes la presse, professeur Kassama, je vais vous appeler professeur. J'en suis, hein. Vous l'êtes, effectivement. Oui. Professeur Kassama, vous êtes mal placé de le dire comme ça. Parce que, dans Télé 50 aujourd'hui, nous avons suivi des arrestations des femmes porteuses d'armes chez elles à la maison. Nous avons suivi des arrestations des hauts gradés de l'armée, des procès sous Félix Tshisekedi, Tshilombo, où on a démantelé des réseaux militaires, civils et autres. Mais vous me dites aussi, aujourd'hui, vous avez fait un groupe congolais qu'il n'y a pas eu d'avancée. Non, je pense simplement... Pas des opérations, je parle... Non, je suis dans l'effectivité. Les constats sur les terrains. Les constats sont les... Est-ce que les Codeco, Zaïre, tout ça... Non, les constats sont les conséquences des actions menées sur terrain. C'est tautologique un petit peu. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire ceci, que sur terrain, les services de sécurité ont pu maîtriser et détecter les réseaux. Je ne vais pas ici vous citer les réseaux. Dans ces réseaux, il y a eu des députés provinciaux et nationaux. On a bien compris. Mais voilà, ça répond à la question. C'est là que j'ai dit, seuls les complotistes, je ne cite personne, peuvent réfléchir de la sorte. Moi, je pense en tant que patriote congolais, je ne peux que saluer l'action. Saluer sur l'État, cette décision prise par le président de la République, qui est même parmi les actions qui ont précipité encore, qui ont largement activé
les réseaux... Donc, de votre point de vue, on garde l'état des sièges en état. Non, non, pas en état. Je pense que c'est un processus qui aura sa fin, qui a prouvé sa force aujourd'hui. On a démantelé des réseaux, on a identifié certains criminels. Je ne répète pas, souvent, je tiens à le répéter parce que... On évolue. Est-ce que, sur le plan humanitaire, oui, Madame Soumino a amené avec elle l'excellente ministre Aziza, Nathalie Aziza, oui, de l'action humanitaire. On a vu à l'époque Moutinga, qui était lui aussi ministre de l'action humanitaire, oui, que ce soit quand il y a les volcans qui fait les siennes, que ce soit quand il y a des attaques. Hein, il y a eu des bombes qui ont été lancées sur la population. On a vu la moitié du gouvernement se déplacer pour aller enterrer tous ces gens, etc. Mais en réalité, il y a plus de déplacés que des solutions trouvées pour les stabiliser. Il n'y a même pas eu de votes dans ces zones, etc. Dans quel pilier elle a intégré cette stabilité pour retour dans leur lieu de vie, dans leur maison, dans leur ferme, dans leur champ, etc. C'est à quelle échéance? Le pilier 2 est essentiellement clair. Je vous ai lu une partie des extraits du pilier 2, où on nous parle de la promotion du développement et des investissements. À quelle échéance? Mais un pilier, le point du gouvernement est étalé à combien de temps, monsieur? Je vous retourne par la question. On a 5 ans d'activité, mais déjà en urgence. Vous ne voulez pas le mot urgence. L'urgence va toujours persister parce que le besoin est en urgence. Quand la première ministre va en urgence, que vous ne voulez pas entendre parler, si, mais on entend tout parler, j'aimerais bien des résultats efficaces. Mais l'efficacité, c'est dans l'action du gouvernement, dans l'action de service de sécurité, dans l'action de la magistrature militaire, dans l'action de la magistrature civile, dans la maîtrise de tout ce qui se passe dans le pays et dans l'Est, et dans le renforcement des services de sécurité. Vous avez parlé de réaménagement au service à l'ANR, réaménagement, comme l'a peut-être cité, au CNS, où on a de nouveaux animateurs, réaménagement profond dans l'armée aussi, dans certaines poches, dans certaines zones et tout, et aussi équipement et renforcement des capacités d'autodéfense. Au niveau de l'armée, ce sont là les actions dont vous cherchez à comprendre, que vous avez déjà vous-même dites. Ben, je pense que vous jouez le rôle de journaliste, c'est respectueux que vous le faites. Je parle à la place c'est pédagogique, je comprends, mais là, je peux vous rassurer que nous l'avions dit à l'entame ici. Mon collègue à côté, l'analyste, a rappelé ces faits. Je vous l'ai même lu expressement pour que vous l'imprégniez aussi, que vous le redites à la population, pour le rassurer. La population vous aussi. Ça vous rassurer aussi la population. La première ministre quitte Goma demain pour Kinshasa. Sur le plan humanitaire, nos compatriotes qui nous suivent en ce moment, qui sont en brousse, certains ont des petites télévisions, certains essaient de suivre par Internet aujourd'hui parce que nous avons des connexions maintenant en streaming. Ils doivent retenir quoi? À part ce que Mme Mounana a mené pour secourir. Est-ce qu'il y a une stratégie, on va dire, de l'assistance réelle? Parce que quand vous allez dans les faubourgs de Goma, demain elle va visiter ces camps sur lesquels d'ailleurs on avait jeté des bombes, où il y a beaucoup de misère, etc. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place concrètement comme stratégie d'assurance de compatriotes? Je l'ai dit, Jean-Marie Kassamba, la première ministre n'y est pas allée les mains vides. C'est la raison pour laquelle elle a pris avec elle un nombre quand même des membres du gouvernement qui sont tous. C'est une intervention d'urgence, c'est une stratégie installée pour en finir. C'est d'abord une intervention d'urgence et aussi une stratégie pour pouvoir apaiser, n'est-ce pas, nos compatriotes de l'Est. Vous savez, on peut bel et bien amener tout ce qu'il faut, de l'aide, etc. Mais le réconfort moral est d'une grande marque. Et c'est ça que veut finalement et souhaitent nos paisibles citoyens qui vivent dans cette partie. À mon humble avis, la ministre des Affaires sociales et cette femme qui vient évidemment avec de l'aide venant du gouvernement, mais elle aura à mettre évidemment une stratégie pouvant aider chaque fois ses compatriotes qui sont aujourd'hui placés dans des camps militaires, etc., etc. Je rappelle qu'il y a plus d'1 million de déplacés plus que ça, dans l'Est et dans notre propre pays. Alors, comment on a l'impression que il y a un peu pas de l'improvisation, mais c'est d'inachevé.
à chaque fois quand il y a des drames, l'État congolais intervient d'une manière presque aléatoire. Les gens qui ont perdu leur maison avec les laves, vous vous rappelez? Ils sont encore à la Belle Étoile, pour certains. Les gens qui ont été déplacés pendant des vagues passées, eh bien, ces gens n'ont toujours pas été stabilisés. Notamment dans les faubourgs de Goma ou à quelques kilomètres de Goma. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand Kagame, par exemple, fait une déclaration sur France 24 où il dit il y a beaucoup de Tutsis qui sont réfugiés au Rwanda, etc., etc. Pourquoi nous, on n'est pas capable, nous, de dire que c'est faux, c'est un mensonge, ensuite, de montrer que ce que font les ONG internationales, hein, souvent ils viennent, ils se précipitent là-bas avec quelques tentes et quelques sacs de farine. Nous, on peut le faire avec beaucoup d'efficacité. Jean-Marie, j'aimerais quand même te dire ici, les Congolais ont cette politique, et même la Première ministre a aujourd'hui cette politique d'anticiper les choses. Nous étions les premiers à monter ici au créneau pour dénoncer que cette barbarie d'agresseurs rwandais sur notre sol, ce sont ces gens qui viennent s'aimer finalement la terreur et tuent de nos frères. Nous avons été les premiers. Kagame a même nié, Paul Kagame a nié que ce n'était pas le Rwanda. Nous avons fustigé le fait qu'il y avait quelques militaires rwandais sur notre sol. Nous l'avons dénoncé. Et donc, par conséquent, moi je pense que la Première ministre ainsi que son gouvernement devra mettre un plan d'action pour pouvoir sécuriser évidemment nos populations, mais aussi venir à leur rescousse. C'est d'ailleurs ce sens de sa descente aujourd'hui, et depuis hier, allais-je dire, au Sud Kivu et aujourd'hui à Goma. Elle est donc porteur d'un message d'espoir, d'un message d'inquiétude. Mais le problème, c'est que pourquoi on n'en finit pas avec ces ONG qui entretiennent d'ailleurs? Mais Jean-Marie, vous le savez très bien. Le ministre Moutamba a proposé par exemple de rationaliser avec des autorisations, avec des... Comme ça se fait dans beaucoup de pays. Oui, mais nous savons pourquoi on laisse les gens venir fonctionner chez nous comme en terrain conquis? Oui, mais Jean-Marie, on le sait très bien pour qui ces ONG, pour la plupart... Ah ben pourquoi on n'assainit pas? Mais ça sera... Elle va le faire? Ça sera absolument fait. C'est là que je veux dire ça sera fait. Oui. Ça, je veux le rassurer, parce qu'il faudrait retenir une chose très importante. C'est que la Première ministre met en place un programme. Lequel programme de réconciliation, d'échange. Qui va se réconcilier avec qui? Non, le peuple. Parce qu'il y a un problème. Les communautés? Deux communautés, vous l'avez dit. Les communautés doivent se réconcilier, doivent échanger. Vous pensez que les Nandés vont se réconcilier avec les Rwandais? Raison pour laquelle il y a eu cette réunion de sécurité où on a vu la Première ministre rencontrer les chefs coutumiers, parce qu'il y a un problème profond de cohabitation et de l'amour qui est constaté parti dans cet espace de l'Est. Parce que là où il n'y a pas de l'amour, là où il n'y a pas d'unité nationale, on va s'aimer de la terreur et aussi réprimer et arrêter les auteurs intellectuels. Mais justement, c'est comme ça qu'il y a un programme qui sera mis en place, qui va être appliqué. La justice transitionnelle. Je vous prends au mot. Oui. Je vous prends au mot. Il est dit que parmi les gens qui sont à la base de tout ceci, il y a aussi les élus, les notables de cette zone. Beaucoup sont membres du gouvernement, beaucoup sont ici à Kinshasa. Est-ce que Madame Toulouka aura le courage de les dénoncer et de les déférer en justice? J'ai commencé par vous dire tout ce que je venais de dire. Oui. Je l'ai dit à l'entame. Oui. J'ai commencé par... Les auteurs intellectuels qui sont parfois membres de l'Union sacrée qui nous avons dit. Parce qu'en cette matière... Ils sont souvent épinglés, tout le monde... Quel que soit, nous sommes social-démocrates, l'UDPS c'est un parti engagé pour la justice, pour l'égalité et pour la faveur du peuple. C'est là que j'ai commencé par vous dire que la toute première ministre issue de l'UDPS s'engage dans ce sens en faisant quoi? En essayant de mettre fin et en mettant en place des stratégies. Et quelle stratégie? Le renforcement des capacités de l'armée, laisser délier la justice militaire faire son travail, ainsi que la justice civile. Vous l'avez entendu, le ministre Moutamba
que je salue quand même les signaux. Je crois que ce ne sont pas des signaux de façade. Connaissant la personne éternelle, je veux que ça soit des vraies actions. Oui, vous êtes toujours comme ça. Quand c'est pas votre ministre... Non, ce n'est pas, je suis quelqu'un qui est vraiment... Vous commencez à... sincère. Vous connaissez assez mieux, M. Kassamba. Je peux vous rassurer une chose, c'est que lorsque ça va, on doit le dire, lorsque ça va pas, on doit le dire aussi. Je salue cette action, cette volonté manifeste de ce jeune ministre, c'est un ministre de la Justice, M. Moutamba, dont j'ai partagé beaucoup de bon temps dans notre jeunesse, vous le savez mieux. Absolument. Ouais, alors, ça rassure. Ils sont issus du gouvernement de Mme Souminois, la première ministre. Et aussi, nous l'avions dit ici que tous ceux qui complotent contre la République, les complotistes, vous venez de le dire vous-même, ils peuvent, s'ils sont dans l'Assemblée nationale, vous m'aviez empêché de le condamner ici, mais on va les dénicher, la justice va faire son travail. Et s'ils seraient même dans le gouvernement de la République, je suis tshisekidiste, mais ils seront mis de côté, ils seront arrêtés. Et s'ils seraient, vous aurez ce courage. Même dans l'armée, mais les services de sécurité vont faire leur travail. C'est là la différence et la clarté, la sincérité dans la gestion Tshisekedi, dans la gestion de ce gouvernement, issu du gouvernement mené de main de maître et dirigé par une dame de l'UDPS. Je crois que nous n'allons pas nous agiter aujourd'hui, laissons le gouvernement faire son travail, et je peux vous rassurer ici que, connaissant un petit peu la tact politique, la tact stratégique de la première ministre, qui a fait son... elle a démontré dans son plan qu'elle pouvait prendre un ministère du plan, en une année, poser des actions. On a vu l'action du PD 57 territoires. Télé 50 a diffusé plusieurs actions des centres sur terrain, de suivi de proximité dans les provinces, les actions activées, c'est tout au lieu, je veux le dire quand même, dans toutes nos provinces, dans nos localités, et les routes aujourd'hui, des centres agricoles où on sent une volonté manifeste de pouvoir mener ces actions. Et voilà qu'on est un gouvernement de la République. Avec un programme de 3 milliards pour l'ensemble du pays. Je pense que nous aussi, nous commençons quelque part. C'est suffisant. Alors comparativement aux prédécesseurs. Ne comparez pas. C'est toujours important. On ne peut pas battre le deuxième mandat, comment vous allez comparer? Non, je parle du gouvernement d'abord, du gouvernement Samadou Kondé. Parce que là, nous avons des ambitions. Il y a des ambitions qu'on s'est fixées. Vous êtes enseignant d'université, professeur Kassamba. Je vous en prie. Je ne vous apprends pas que lorsqu'on veut projeter l'avenir, lorsqu'on veut projeter des actions, il y a toujours une vision comparative. Merci beaucoup. Dernière question, M. Adam Kavambi. Dites-nous, on sent quand même en ces dames une certaine technicité, pour ne pas dire courage, de faire des choses de manière rationnelle. Mais on connaît que notre pays, sa classe politique, c'est beaucoup de crocs en jambes et des intérêts parfois obscurs. Et pour preuve, là, sa ministre qui s'occupait le ministre délégué à l'environnement a jeté l'éponge avant même qu'elle commence à travailler. Est-ce qu'on va les laisser tranquilles pour effectivement appliquer sa politique? Très bien. Ou il y aura des enjeux qui vont l'empêcher de le faire? Vous savez, la première personne qui a tout intérêt d'accompagner et de soutenir Mme Judith Suminwa, c'est la personne du chef de l'État. Et la deuxième, je dirais, catégorie des personnes qui doivent en principe la soutenir, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Pour voir Suminwa réussir, il faudrait l'aider à réussir sa mission. Et réussir sa mission, c'est la laisser tranquille faire son travail. Malgré les intérêts. Pas les pesanteurs extérieurs. Oui, mais nous sommes en politique, évidemment. Mais cette politique, il faudrait que ce soit une politique qui unit. Cette politique qui essaye de montrer un élan collectif pour l'ensemble du pays. Et cela, je suis persuadé, et je parie que Mme Suminwa sera un peu de moins cette première ministre bureaucrate pour être itinérante. Le terrain, hein. Je dirais pour être itinérante. Elle a commencé le terrain. Et inquisitrice. Merci beaucoup. Je voulais placer un mot. Oui, allez-y. Oui, voilà. Alors, pour rajouter quelque chose, on rassure. Madame Suminwa, JST, rassure. Rassure par cet acte. Cet acte démontre noir sur blanc que, vous l'avez vous-même dit, M. Kassamba, elle veut le terrain, elle est au terrain, elle est au plan. Mais aussi, cela n'empêchera pas l'Assemblée nationale de contrôler le gouvernement. Vous ne donnez pas l'impression que Mme Suminwa ne va pas vivre le contrôle parlementaire. Oui. Mais elle se met dans une posture de travailleuse, et c'est là que j'en appelle aux membres du gouvernement
de suivre le rythme de travail de la Première ministre qui nous l'a prouvé au ministère du Plan, où nous avons vu en une année ce ministère poser des acteurs très avancés, toujours comparativement aux prédécesseurs. Merci beaucoup. Vous aimez trop les comparatifs. Attention, on risque de la comparer à d'autres sur beaucoup de plans, notamment la monnaie et puis l'économie et les infrastructures, etc. Surtout les routes. À Kinshasa, c'est toujours sale. On espère que le nouveau gouverneur va pouvoir enfin commencer, parce qu'il a été confirmé dans son poste, il a commencé à travailler, commencé à nous nettoyer d'abord l'hôtel de ville, et puis les avenues autour de l'hôtel de ville, ensuite les grandes avenues de Kinshasa, et puis que la gouvernance, les Kuluna, etc., il y a du pain sur la planche. Madame est encore à Bukavu, je pense qu'elle mange un peu du tilapia là-bas. Non, à Goma, pour le moment. Il y a un bon tilapia à Goma. Ah oui, il faut le aller sambaza manger. que j'aime bien. Ah, ben ça c'est très bien. Voilà. Il faut manger du sambaza à Goma et à Bukavu. Votre émission est déjà en ligne, vous pouvez continuer à suivre. À son retour à Kinshasa, on aimerait bien faire un petit récap avec elle, ça serait bien, pour pouvoir donner un peu le point de vue de la population de là-bas, notre correspondant sur place, et surtout la restitution de comment elle a été accueillie pour la première fois, parce que c'est sa première sortie. Allez, à très bientôt.